Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire d'aujourd'hui. Le thème, le marché des ESN parisiennes en 2025. Voilà, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis Bastien Vialade, je suis le cofondateur de Staffman. Donc je suis un ingénieur de formation, j'ai presque maintenant une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine des ESN, développeur Java, puis évolué vers des fonctions de management et de direction commerciale dans des sociétés comme CS, Aztec et enfin Alten, où j'étais directeur de département, où je gérais un peu plus de 500 personnes sur la région toulousaine. Et voilà, il y a 3 ans, on s'est lancé dans la création d'entreprise avec Joël. Voilà, et donc Joël Allo, je suis le cofondateur de Staffman. Donc j'ai un parcours un peu parallèle à Bastien, ingénieur de formation, un peu plus technique que lui. Moi, je me suis orienté de développeur vers de la gestion de projet. Alors, je passais par du business, mais rapidement vers de la direction technique et de l'avant-vente. Donc j'ai eu la chance de faire la plus grosse partie de ma carrière chez Aztec, où j'ai pu diriger la direction technique et manager les avant-ventes sur l'ensemble du territoire français. Donc comme disait Bastien, il y a 3 ans, on s'est lancé dans Staffman avec ce but de fédérer les ESN, d'arriver à les faire travailler mieux ensemble. Et c'est dans ce sens-là aussi que va ce webinaire. C'est arriver à capitaliser, à montrer le savoir-faire des ESN. Donc ce que je vous propose, c'est... J'aimerais peut-être remercier les participants, les inscrits à ce webinaire. Merci à Gilicio, à Scott Informatique, Crystal Placement, DatsUp, Mastar Consulting, Metanext, Micropole, Monecore, OneLogic Consulting Group, Redopus, Richa Data, Solinium, Synchrone. Voilà, bienvenue à tous. Et donc, on est parti sur le fond du sujet. Si on vous a oublié, dites-le. Alors, on va commencer par un petit icebreaker. L'objectif, c'est savoir si vous connaissez un petit peu les acteurs du secteur et savoir si vous êtes capable de dire qui sont les 15 premiers. Alors, c'est un jeu qui paraît simple mais qui n'est pas si évident. Donc, on vous laisse mettre dans le chat qui sont pour vous les premiers. Alors, je sais qu'il y en a qui sont connectés à mobile qui ont un petit décalage. Donc, voilà. On ne va pas laisser non plus trop de temps. Donc, allez-y, essayez de trouver ces 15 premiers. Voilà, le top 15, alors vous pouvez répondre directement dans le chat. Hein, vous êtes les bienvenus. Juste pour préciser, top 15 des sociétés de services de conseil en France. On prend en compte l'année 2018 sur le chiffre d'affaires 2018, donc aussi bien sur la partie IT que sur la partie ICT, dans les sociétés engineering, informatique, voilà. Donc, directement les premiers, voilà, les résultats. Alors les plus connus, les Capgemini, Atos et Sopra Steria, IBM. Ouais. Alors IBM sur la partie service, Accenture, très présent dans la région parisienne, un peu moins en région quand même. Ensuite Dell. Alors Dell, ce sont les chiffres seulement sur la partie service. OBS, Orange Business Service, CGI, Alten, Altran, GFI, Econocom, DXC. Alors, je ne sais pas si vous connaissez DXC. C'est la joint venture d'HPE et CSC qui a, ouais. Voilà, c'est une fusion qui a une fusion des deux. Qui a eu il y a quelques années, et d'autres fusions qui sont en cours. On en reparlera tout à l'heure. Et ensuite AK et Neuron. Je vais reprendre ce top 15 et de vous indiquer qu'effectivement ce top 15, en fait, il est très international dans l'âme, c'est-à-dire il représente 93% du marché de ce top 15 des ESN en France, en fait, font leur chiffre d'affaires à l'étranger. Font les chiffres d'affaires à l'étranger, en Europe, mais pas que, aussi dans d'autres régions du monde. Si on prend par exemple une IBM, c'est américaine, c'est particulier, mais voilà, un Capgemini est une société internationale, mais n'est plus le numéro 1 dans ce contexte-là. Donc, l'idée, c'est de vous montrer que les ESN ne sont pas uniquement
des sociétés, des modèles économiques qui sont franco-français comme on le pensait il y a quelques temps. C'est devenu finalement une légende urbaine puisque ce modèle s'est exporté dans le monde entier et ça c'est quelque chose qui a vraiment changé dans ces 10 dernières années dans le monde des ESN. Complètement. On va un peu plus zoomer sur l'Île-de-France. Donc là, on vous a récapitulé dans un slide un peu tous les KPI, tous les indicateurs sur la région Île-de-France. Alors, quelques chiffres clés, effectivement, sur notre secteur. Dans la région, alors, évidemment, on est sur un secteur, évidemment, je dis ça comme malheureusement une évidence malheureuse, 28% de femmes dans notre secteur. La région parisienne fait un peu mieux que le secteur au niveau national, mais on est quand même très loin de tout le reste du pan de l'économie. Donc c'est un sujet important qui peut être d'ailleurs un vrai relais une vraie solution sur les problématiques de staffing qui sont connues dans notre secteur. Mais c'est un problème qui n'est pas résolu parce qu'aujourd'hui encore, quand on analyse le nombre, la féminisation dans les écoles d'ingénieurs en France notamment, on s'aperçoit que ces taux-là, ils sont de ce type-là. Donc on peut s'imaginer que dans les 5-10 prochaines années, il y a encore beaucoup de travail. Une population jeune, c'est pas une surprise. Le CDI, 94% des contrats qui sont signés dans notre secteur, c'est du CDI. Alors ça montre, là on est à 68% dans le reste de l'économie. Alors, ça montre quand même que on est quand même dans une économie aussi très particulière un des paramètres aussi, c'est que on a beaucoup d'ingénieurs globalement dans cette économie et puis aussi on a une tension qui fait que tout le monde est capable de s'engager sur le CDI. Mais on va voir que c'est une tendance aussi qui a tendance c'est un élément qui a tendance à bouger, notamment avec la recrudescence du freelancing dans notre secteur. La rémunération, vous voyez 58K, 58 000 euros sur la région parisienne. Là où on est quand même à 50 000 euros sur la France entière et 35 kilos sur l'ensemble de l'économie. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a bien au-dessus, qu'il y a une flambée des salaires sur la région parisienne. Alors attention, c'est quand même à mettre en balance. Donc oui, c'est un salaire élevé par rapport aux autres régions. Donc difficulté par rapport à l'attractivité des régions sur l'Île-de-France. Par contre, c'est quand même à mettre en balance avec l'attractivité des autres capitales et des autres pays dans le monde. On prend la Suisse qui est au-dessus des 100 kilos euros. C'est quand même pas très loin. Londres est à 75 000. Et les États-Unis, sur l'ensemble du territoire, donc on ne parle même pas de la Silicon Valley, là où c'est le plus cher, sur l'ensemble du territoire, le salaire moyen sur le secteur de l'IT est entre 100 et 130 kilos euros. Donc on est quand même encore en termes d'attractivité mondiale, sur une capitale qui peut attirer, enfin qui a des difficultés là-dessus. Donc attention, les salaires peuvent continuer encore à monter. Ça paraît haut. Ça paraît haut, mais ça peut continuer. Mais quand on change finalement la perspective, l'angle de vue, finalement, on s'aperçoit qu'on est presque low cost dans un contexte international. Si on regarde les deux petites cartes de France que vous avez en dessous, il y a deux messages qui sont importants. Dans celle de gauche, vous voyez Paris en rouge vif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paris est la région qui regroupe plus de 50% du marché de l'économie en France sur notre secteur. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez massif, d'assez très centralisé. Lyon, la région lyonnaise étant la deuxième région, mais finalement, je veux dire, le business se passe à Paris. Largement, très largement. Celle de droite, elle est intéressante aussi parce qu'elle donne une vision plutôt de l'avenir ou des tendances. Même si le business se passe à Paris, on voit que Paris est un peu plus en rose pâle. Les régions tirent la croissance du business aujourd'hui. Quasiment toutes les régions de France surperforment la croissance de Paris aujourd'hui, pour plein de raisons. Principalement à cause d'un marché qui est sclérosé sur le recrutement. Voilà, la difficulté de recrutement,
les distances qui se raccourcissent avec le TGV à Bordeaux, avec des choses comme ça, avec du travail en remote, en télétravail aussi qui commence à exister. Donc on sent qu'il y a la notion géographique de positionnement et de croissance et de positionnement des salariés est en train de bouger par rapport à ce point-là. Complètement. On va voir d'ailleurs, on a listé un petit peu les spécificités du marché de l'Île-de-France. Alors, on a commencé à en parler. L'attention sur le recrutement, donc le mode de travail du freelance, c'est quelque chose qui est implanté depuis longtemps sur l'Île-de-France. C'est quelque chose qui est dans les usages et qui est un peu moins en région. Ça arrive, mais ça l'est un peu moins. Ensuite, on a, Bastien a un peu dit, l'attractivité des régions, de la province. On a des Bordeaux, des Lyon qui sont très très proches, à un pas du TGV, qui ont des salaires un peu plus bas, mais qui mettent en avant des qualités de vie, qui mettent en avant pas mal de choses. On a appris l'attractivité des startups. Puisque c'est quand même le bassin français des startups en France. Enfin, voilà, oui, c'est où il y a le plus. La région parisienne. Alors après, je relativise, je modère un petit peu. C'est un sujet qu'on évoquait avec Godefroy de Benzmann, président du Syntec, qui finalement ne représente que quelques centaines de ressources d'ingénieurs tous les ans. À mettre en balance. En fait, on en parle beaucoup. Mais concrètement, ça reste tout relatif. Sur l'Île-de-France, on a des demandes qui sont de plus en plus fortes des candidats. Alors, on l'a vu sur les salaires, avec des salaires au-dessus sur le territoire, mais aussi de plus en plus de demandes sur la mobilité, sur le remote, à cause des temps de trajet sur l'Île-de-France. Oui, juste pour une petite histoire, j'ai noté un indicateur intéressant. Sur ces derniers mois, en région parisienne, sur 80% des entretiens de recrutement qui étaient faits par des ESN, dans 80% des cas, les candidats demandaient si la mission, le travail était faisable en remote, en télétravail. Et ça, c'est 4 sur 5 quand même, c'est quand même énorme, quoi. Voilà, alors la réponse est plutôt oui et non dans 99% des cas. Mais en fait, le fait que ce soit un sujet, une question, qui est même des fois au-delà du salaire, ça montre aussi une tendance de fond dans les envies, les enjeux qu'ont les salariés dans le secteur. Et enfin, sur l'Île-de-France, on a noté, depuis plusieurs années, en raison de cette difficulté à recruter, il y a de l'import des talents. Donc, on va avoir beaucoup de sociétés spécialisées dans le fait d'amener des ingénieurs d'Europe de l'Est, du Maghreb, avec des gens compétents, prêts à démarrer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est qui est vraiment en place en Île-de-France, qui est beaucoup moins en région. Ouais, en Ile-de-France, c'est même très structuré. C'est très structuré. Comment faire, démarrer. Il est reconnu, quoi. Le marché est acculturé déjà. Voilà, des ingénieurs tunisiens compétents sur la région parisienne, c'est des choses qui se font au quotidien. C'est vrai qu'effectivement, en province, ça se voit moins pour l'instant, mais c'est aussi une tendance pour ceux qui sont sur ces marchés-là de se dire qu'il y a le reste de la France qui leur appartient. On va essayer de se projeter dans l'avenir. On a choisi 2025, c'est une date. Voilà, dans 6 ans, quel va être notre marché? Et pour évaluer les différents scénarios, on a essayé déjà d'essayer de voir qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue marché et qu'est-ce qui nous attend ensuite dans les risques. Donc d'un point de vue marché, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on est sur une croissance moyenne de 4% tous les ans. Et en fait, ce qui nous arrive dans le futur, ce chiffre-là va se maintenir, voire même augmenter. Ce schéma qui est assez intéressant présente les différents grands travaux sur lesquels nous avons pu intervenir, sur lesquels les ESN ont travaillé. Donc, il y a eu des sites web, il y a eu les portails, les réseaux sociaux. Donc, c'est des choses qui nous ont beaucoup fait travailler. Le cloud nous fait énormément travailler actuellement, la virtualisation, le big data. Mais qu'est-ce qui arrive dans le futur? La digitalisation de l'industrie est loin d'être finie. Il y a encore beaucoup de travail et de
de l'eau là-dessus. Par la robotisation, par le 3D, 4D printing, la blockchain, tous ces sujets-là sont des sujets qui vont générer énormément d'activités dans notre secteur. Et donc, ils ont besoin de main-d'œuvre. Voilà. On n'a pas encore robotisé l'ingénieur. On peut imaginer, on pourrait croire, qu'on arrive en bout d'un cycle. En fait, non. Les principales industries aujourd'hui, elles sont encore balbutiement de cette réelle digitalisation. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. On a du mal à imaginer l'impact que ça peut avoir. Mais aujourd'hui, il faut avoir conscience que pour mettre en place toutes ces technologies, on va avoir besoin de bras, de têtes. Et c'est là que les ESN aussi ont un rôle de positionnement très important. Ensuite, ce qui nous arrive dans le futur, on a essayé d'évaluer les différents risques. Alors, en premier, c'est une évidence. Le recrutement et la fidélisation. Il manque 10 000 ingénieurs par an en France, et ça depuis 10 ans, ça se cumule. Alors, ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Il manque 100 000 ingénieurs en Europe, et même les grands centres d'offshore qui sont l'Inde, le Vietnam, tous ces marchés-là sont pénuriques. Donc c'est vraiment global. Et fidélisation, qui dit pénurie dit chasse. On essaie vraiment d'aller. Il y a un vrai turnover sur le secteur. Il y a des efforts qui sont faits sur le sujet pour former toujours de plus en plus d'ingénieurs. Les écoles Deuxième Chance, École 42. Il y a des grands groupes, des grandes ESN qui font leur propre formation, leur propre académie, ou qui recrutent des sessions entières, des promotions entières. Il y a des choses qui sont faites, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ça ne suffit pas à combler les 10 000 ingénieurs par an qui manquent rien qu'en France. Il en manque plus de 100 000 en Europe. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui globalement se cumulent. Donc il faut être hyper vigilant. C'est le point dur. Tout à fait. Le deuxième risque qu'on a identifié, c'est l'accès de plus en plus difficile aux grands comptes. Alors ça, tu peux. Oui, je peux. Ouais, c'est un sujet que je connais assez bien. C'est vrai que, comme je dis, ça fait quelques années que je travaille sur ce sujet-là. Et on s'aperçoit que pour accéder aux grands comptes, surtout même aux très grands comptes, même si c'est un phénomène qui existe toujours depuis longtemps, le phénomène de référencement, il a tendance, dans certains cas, à s'accentuer, à se complexifier. Si je prends un exemple que je connais bien, par exemple Airbus, qui est un sujet toulousain, mais finalement national et international aujourd'hui. Il y a quelques temps, il y avait 20-25 sociétés référencées pour avoir le droit de répondre à des projets, pour gagner des projets qui étaient quand même déjà d'envergure de 20-25 personnes, voire même 40, jusqu'à même une cinquantaine, ce qui était déjà des gros projets. Aujourd'hui, un compte comme Airbus a décidé de se dire je vais travailler avec 3-4 sociétés maximum, et chacune va devoir me proposer des bundles, des gros projets à hauteur de 50, de 300, de 400 personnes, avec une implantation transnationale, être présent en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en France. Aujourd'hui, quand on a un client qui nous demande ça, quand on est une belle ESN dynamique dans son coin, c'est compliqué. C'est compliqué quand on est 10, 20, 50, 100, même 200, de pouvoir proposer des solutions clés en main à ses clients. Complètement. Dans les autres risques, alors là, c'est le petit défi élocution du webinaire, c'est la commoditisation. On l'a vu dans les slides précédents, il y a de plus en plus de SN, plus de 6 000 en France, de plus de 10 ETP. Et qu'est-ce que ça entraîne, cette commoditisation? C'est une difficulté en fait à se démarquer, c'est une banalisation. Qu'est-ce que ça fait devant le client? C'est une perte de la valeur, et globalement, on va choisir par le prix, mais plus souvent même par la rapidité. C'est-à-dire le premier disponible, c'est celui qui démarre. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de prépondérant. C'est toutes les sociétés qui vont faire du body shopping, qui vont balancer du CV, quoi.
Dans les autres risques, on a les nouvelles formes de travail. On en a un peu parlé avec la grosse tendance du freelancing. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, qui est très implanté sur Paris, mais pareil, qui continue à se développer. Le remote, donc ça c'est un phénomène, on en a parlé sur la fidélisation, demande des candidats, mais on va avoir aussi de plus en plus d'entreprises qui vont justement proposer ça. Et là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les sociétés internationales vont pouvoir recruter en France. Et c'est peut-être encore aujourd'hui un épiphénomène, mais qui peut prendre une grosse ampleur. Et là, c'est difficile de lutter. Parce que vraiment, leur discours, c'est nous, on recrute les meilleurs dans le monde. Et alors, je vous ai mis par exemple l'exemple d'une communication. Donc ça, c'est une start-up qui s'appelle Zapier. Qui fait ce type-là de communication. Vous voyez, hein, ils recrutent partout dans le monde, hein, aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Afrique, indifféremment. Et en plus, ils vont proposer des perks, c'est-à-dire des avantages. En plus de payes relativement importantes, ils vont vous installer une zone de travail, ils vont faire des séminaires dans le monde entier. Ben ouais, ils n'ont pas de locaux à payer, donc ils ont de l'argent, ils ont du budget pour faire des séminaires plutôt sympas. Donc voilà, donc c'est des choses, c'est des phénomènes à surveiller qui peuvent prendre vraiment l'importance. Moi, je vois dans mes anciennes équipes, c'est quand même de l'ordre de 5-6 personnes déjà qui sont recrutées par Elasticsearch, par GitLab, enfin par des beaux noms en plus. Hein, donc, et à des salaires. Des salaires importants, et puis ils sont bons, hein, ils recrutent vraiment les meilleurs, quoi. Donc voilà. Et ensuite, dans les risques que nous avons identifiés, alors les nouveaux acteurs digitaux, l'économie collaborative, toutes les différentes plateformes, alors il y en a énormément. On va en identifier différents types. Il y a les plateformes qui sont clairement en ESN bashing. Je vous ai mis un exemple de communication, Malte, hein, par exemple, qui dit clairement, nous, on est référencé chez tous les clients, donnez-nous vos clients, donnez-nous votre TJ, puis on va vous faire payer plus. Vous allez gagner plus, vous allez devenir freelance. C'est quand même très agressif, hein, comme communication. Et ça, c'est des pubs ciblées vers des profils. Voilà, les ESN ne servent à rien. Voilà. Si vous voulez gagner plus, passez par une plateforme et vous verrez, votre vie sera meilleure. On est un peu on parlait tout à l'heure de commoditisation, mais ce sont des gens qui surfent sur cet esprit-là et sur de l'ESN bashing. Et qui veulent complètement disturber le marché et qui veulent casser les intermédiaires. Voilà. Après, les plateformes qui sont aussi dans des risques pour les ESN. Donc, il y a celles qui veulent court-circuiter les ESN. Il y a celles qui sont aussi les ESNI, pourquoi pas aussi. Complètement. Alors, ce que nous on appelle ESNI, c'est pas nous d'ailleurs, c'est le nom. Ce sont donc les ESN innovantes. Ce sont les ESN qui n'ont pas de salariés, qui ne font qu'utiliser des freelances. Elles n'ont pas forcément de plateforme d'ailleurs, hein, elles n'en ont pas forcément besoin. Elles vont jouer le rôle du commercial pour le freelance. Ça, il y en a énormément. Ensuite, il y a une troisième type de plateforme. On va en parler. Dans lesquelles, en fait, on va avoir des ESN qui misent sur ces plateformes et qui vont lancer. Donc, par exemple, XXE, derrière, c'est une ESN qui s'appelle Inops. On va avoir Kicklocks, dans lequel on va avoir AK qui a investi. Voilà. Et ensuite, dans les modèles émergents, on va avoir aussi les regroupements d'acteurs. Alors ça, c'est un petit phénomène, mais je trouve qu'il est intéressant. Ce sont des freelances de compétences différentes qui vont s'associer pour répondre à des problématiques globales des clients. D'après tous ces risques qu'on a vus et le contexte marché, on a essayé de se projeter sur 3 scénarios. Un scénario plateformisation, donc c'est justement ce qu'on a vu ensemble. Un scénario consolidation et un scénario organisation apprenante. Et peut-être un quatrième scénario. Parce que sûrement on se trompe. La plateformisation, c'est ce que je vous ai commencé à vous dire. C'est cette multiplication des plateformes avec une perte de valeur et arriver à une distribution du marché. Juste quand même, on va se positionner là-dedans. Ouais, juste. Nous, on est
Comme on dit, on a créé Staffman. On vous l'a dit tout à l'heure. Staffman, c'est une plateforme, mais une plateforme qui n'est pas, je dirais, dans l'ESN bashing, qui est plutôt dans l'ESN promo. Voilà. Et on est là, une plateforme pour aider les ESN à réussir leur job, c'est-à-dire de trouver la meilleure ressource au meilleur moment et d'occuper les bonnes ressources sur les bons projets. Donc on a créé Staffman il y a 3 ans avec cet objectif-là, d'avoir finalement un référentiel unique de tous les profils dispo finalement, mais quelle que soit leur origine, que ce soit des intercontrats, que ce soit des freelances, que ce soit des candidats. L'idée, c'était de donner à nos utilisateurs une vision instantanée pour démarrer le bon projet. Ce qu'on a construit en 3 ans. On est présent aujourd'hui sur l'ensemble de la France. Il y a plus de 700 ESN qui nous suivent sur cette aventure. Plus de 3000 dispo pour démarrer vos projets lundi. Donc voilà, on a construit ça et les retours de nos clients sont bons. Donc voilà, si vous voulez qu'on en parle un peu plus tard, on est à votre disposition pour échanger. Et vous pouvez aller sur staffman.fr pour en savoir un peu plus. N'hésitez pas. Deuxième scénario, la consolidation. La consolidation accélérée du marché. Alors oui, effectivement, une petite photo là du patron de Capgemini et du patron d'Altran, tout sourire. Ça représente bien cette opération qui s'est passée cet été, ça représente bien une tendance qui se passe. Quand je vous parlais tout à l'heure de projets de plus de 400-500 personnes pour Airbus dans le monde entier, comment fait-on? On se rachète entre concurrents et on a une masse critique, une taille critique pour pouvoir répondre à l'ensemble du client. Répondre à l'ensemble. Donc ça, c'est une vraie tendance. Alors il y a du Altran Capgemini, on parlait tout à l'heure d'HPE avec CSC qui avait construit des XC, il y en a d'autres, il y avait Soprasteria, il y a Aztec et Intitech qui se sont regroupés. C'est des sociétés des fois qui vont se regrouper, certaines qui savent faire très fort en IT, qui vont se regrouper avec celles qui sont fortes en engineering pour offrir des solutions globales à leurs clients. Voilà, il y en a d'autres. Je pense aussi dans le groupe Adecco, il y a par exemple Modis et Engineering qui étaient 2 marques d'Adecco qui se sont regroupées sur la marque Modis. Voilà, ce sont des choses qui sont de fond. La question qu'on peut se poser, c'est in fine, est-ce qu'il en restera qu'une? Est-ce qu'on va arriver à... Ce sera tous Capgemini. Voilà, que des Capgemini, IBM, Atos, peu importe. Est-ce qu'on va avoir un regroupement qui fait que naturellement, celles qui sont les plus grosses ont le plus d'argent et ont la capacité à racheter tout le monde? C'est un scénario. C'est un scénario qui est pas forcément idiot. Regardez sur l'hébergement, on voit un acteur qui s'appelle Amazon qui prend 80% du marché et qui n'existait pas en France il y a 5 ans, quoi. Donc ça peut être un bon scénario. Dernier scénario, organisation apprenante. Alors, pour faire simple sur l'explication, on vous a mis la citation de Wikipédia qui a le mérite d'être relativement simple. C'est tout simplement une organisation qui arrive à être en phase avec son écosystème. Ça veut dire quoi? On l'a dit tout à l'heure, le client lui demande des solutions complexes et globales. Il va demander de résoudre une problématique où il y aura du hardware, de la logistique, du déploiement, du software, du front, du back. Il faut gérer l'ensemble de la problématique. Et pour répondre à ça, les sociétés apprenantes vont développer, alors déjà, une cartographie parfaite de leurs compétences. J'allais dire, ça, c'est le savoir-faire des ESN aujourd'hui. Mais en plus, vont développer une cartographie parfaite de l'écosystème. Ils vont savoir avec qui s'allier. Donc, d'autres ESN, des partenaires, mais aussi des freelances. Et ils vont réussir à, comme ça, proposer à leurs clients des solutions pertinentes. Donc, on est en train de voir ce que nous, on appelle, ce sont des ESN étendus. Et on se développe des nouveaux rôles. En fait. Le DRH devient la direction des réseaux humains. Et on va avoir même des personnes en charge des freelances, de l'animation du réseau. Parce que l'objectif, c'est quand même de les
de bien les référencer, mais aussi de les fidéliser pour arriver à faire une réponse de plus en plus pertinente. L'idée, effectivement, c'est de se dire, voilà, la construction, la réussite ou l'attente de nos clients, on est plus fort ensemble pour atteindre cette réussite que seul dans notre coin à vouloir essayer de construire quelque chose de complet, d'aller chercher la complétude, là où on n'a pas les moyens peut-être de le faire, peut-être allant chercher les meilleurs dans chacune des catégories et construisons la solution idéale. Voilà. Et pour ça, ça nécessite de savoir travailler ensemble. Et ça nécessite de se connaître, ça nécessite de savoir échanger. Et là-dessus, on est nous un de ces acteurs, un de ces maillons en tant que Staffman pour notamment permettre aux entreprises d'identifier, que ce soit les freelances, que ce soit les autres entreprises, les bonnes compétences au bon moment pour offrir la solution la plus pertinente, idéale qui est attendue. On vous laisse un petit peu la parole, ça serait quand même intéressant. Pour vous, quel scénario va s'imposer? Donc là, on en a proposé 3, il y en a sûrement un 4e qui est la vérité. Donc je vous invite dans le chat à nous dire si vous avez des questions aussi, c'est le moment, hein, on arrive à la fin de ce webinaire, on est bien dans les temps, donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors d'après vous, quel scénario va s'imposer? Donc vous pouvez répondre effectivement dans le chat, A, B, C ou D. Donc A, une plateformisation, c'est-à-dire effectivement on va aller vers une digitalisation complète de notre métier avec finalement des clients qui passeront par des plateformes en tapant des mots-clés pour trouver la bonne ressource au bon moment. B, la consolidation, c'est-à-dire effectivement on aura des acteurs qui vont se consolider, se racheter les uns les autres pour avoir des gros qui seront capables de proposer tout et n'importe quoi. C'est l'organisation apprenante, comme disait à l'instant Joël, effectivement une organisation agile, complète plutôt, qui va faire que chacun aura sa pertinence, qu'elle soit géographique, qu'elle soit technologique, qu'elle soit organisationnelle, pour construire la meilleure solution pour nos clients. Et D, la réponse D, toujours. Voilà, on voit que ça répond. Alors Hugues, A et C, moi ça me fait plaisir, hein, parce qu'on est une plateforme qui encourage l'organisation apprenante, forcément. Voilà, après, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Dans l'absolu, je pense qu'effectivement, ça sera un peu de toutes les réponses. Comment nous, effectivement, on se positionne là-dessus? Nous, on se sent proche de la réponse C, forcément. Ouais. Nous, on pense que, alors certes, la réponse sur la consolidation, on voit de la consolidation sur les gros, mais l'autre phénomène, c'est qu'il y a aussi beaucoup de petits qui se créent. Ouais, il y a plus il y a plus de 6000 ESN, de plus de 10 ETP. En France, ils s'en créent chaque année. Ces petites sociétés ont la faculté de recruter. Elles ont une proximité avec le candidat. Elles savent capter des talents. Et ça, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. La grosse société, même si elle fait beaucoup d'efforts, a beaucoup de difficultés, encore plus que les petites, pour recruter. Du mal à donner un sens, un management qui est trop vertical pour certaines générations. Voilà. Et non pas, même si elles ont, comme tu dis, Joël, si elles ont l'envie, n'ont pas les moyens de se réorganiser en interne aussi profondément qu'elles le devraient pour donner le sens qui est attendu par les candidats aujourd'hui. Ensuite, le scénario A de la plateformisation. Alors oui, le fait de casser des intermédiaires, le fait de casser des modèles, c'est quelque chose d'important, mais dans notre marché, ce qui a toujours prédominé, c'est la valeur. C'est-à-dire la valeur qu'on apporte à nos clients. Tous les gros, tout le top 20 ne sont que des sociétés spécialisées sur des parties forfaitaires qui apportent énormément de valeur. Ils ne vont pas faire juste du CV dropping, même pas du tout, quoi. Donc cette plateformisation, je pense, va se cantonner et va justement stagner, arriver à un plafond de toute façon. Par contre,
l'organisation apprenante. Donc nous, Staffman, pour répondre clairement à la question, c'est là-dessus qu'on se positionne. On est une plateforme qui encourage et qui travaille autour de l'organisation apprenante, c'est-à-dire qui permet à des ESN de travailler plus intelligemment dans un écosystème. On est concurrent en tant qu'ESN, mais on peut aussi être partenaire, être complètement pertinent et être dans une solution vraiment gagnante-gagnante pour apporter du business. Nous, on est vraiment des générateurs de leads, des générateurs de business au quotidien. Et on arrive à faire travailler même des gros avec des petits dans des sens. Des gros avec des petits ensemble. Voilà, c'est-à-dire, si on veut exister face à ces gros et si on ne veut pas se retrouver dans des modèles qui atteignent leurs limites d'empilement des niveaux, on voit des choses, des niveaux 4, 5, 6 qui existent, c'est fou. Tout ça pour avoir la bonne ressource. Aujourd'hui, il faut arriver à casser ces modèles-là et que la valeur ajoutée elle soit réelle. Et pour ça, ça passe par des rencontres, ça passe par des outils pour se dire, quand on a 6000 ESN en France, comment savoir que c'est l'ESN qui est à l'autre bout de Paris, qui a la bonne ressource dont a besoin mon client et que à tel moment et que c'est stratégique. Et ça, une fois qu'on a épuisé les 10, 15 copains de promo qu'on avait ou les anciens collègues, on arrive vite aux limites de l'humain. Donc ça se passe par de l'outillage et c'est là aussi qu'intervient Staffman pour aider le staffing, la réussite du staffing des projets. Complètement. Alors, on espère que ce webinaire vous a plu. Et voilà, on vous remercie à tous. Il est temps d'aller déjeuner, il est temps d'aller prendre une petite salade ou un petit sandwich. Et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux sujets. Bonne journée à tous. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir.